Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Je suis Thierry Sam David Mberakouma, votre humble et fidèle interlocuteur, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la riposte de la coalition août 2025. Par ailleurs, vice-président des États généraux des quartiers sous-intégrés. Je voudrais commencer ce direct par une interpellation. Une interpellation des adeptes du kounabélisme. Le kounabélisme qui est un nouveau mode de pensée des Gabonais, basé sur une certaine idolâtrie, une certaine personnalisation et personnification du pouvoir. Ce kounabélisme a nécessairement des avantages, mais également des inconvénients. Et là, je voudrais vous faire le compte rendu du procès de Stempy Obam. Stempy Obam, cet animateur radio et télévisé le plus brillant que nous avons connu pendant plusieurs années. Stempy Obam qui a embrassé la carrière politique dans l'opposition avec Jean-Ping Okoka à l'époque. Et il avait été victime d'un kidnapping. Il est resté 1 an durant. Jusqu'à présent, personne ne sait là où Stempy Obam s'était retrouvé pendant les 1 an. Est-ce que c'était une incarcération? Est-ce que c'était un kidnapping? Est-ce que c'était une machination? Personne jusqu'à présent ne peut dire où se trouvait Stempy Obam pendant cette période. Et Stempy Obam, au sortir de cette période de disparition d'1 an, va se retrouver en train de devenir un activiste. Et l'activiste de Stempy Obam s'est caractérisé par des vidéos de plus en plus virales. Tout le monde se souviendra de sa vidéo contre Frédéric Bongo, petit frère de l'ancien chef d'État déchu. Vous vous souviendrez également de sa vidéo où il citait nommément les noms des hauts gradés de la République, prétextant que ces derniers seraient en train de vouloir boycotter l'arrivée du chef d'État dans la province de Wellington. Stempy Obam va encore faire une nouvelle sortie avec une autre vidéo qui était de plus en plus virale. Et il est en train de vouloir informer le chef d'État sur un pseudo-complot au sommet de l'État. Et que ce complot sera organisé dans le seul but de débarquer le petit frère du chef d'État de sa fonction de directeur général du budget et des finances publiques. Malheureusement, cette vidéo de plus en plus virale va toucher la sensibilité d'une personnalité politique dénommée Victorine Tchiko. Victorine Tchiko, pour ceux qui ne connaissent pas cette charmante et belle dame, est directrice de cabinet privé du chef d'État. Et la dernière fois, je vous disais, en vous rappelant justement les procédures judiciaires, je vous disais que les forces de défense et de sécurité sont sous l'autorité du procureur de la République. Le code de procédure stipule que ces forces de défense et de sécurité, auxiliaires d'ailleurs de justice, recevaient les plaintes et les dénonciations. Et ils sont chargés de rechercher les auteurs de ces délits, actes ou crimes ou contraventions. Et là, Stempy Obam a été victime justement d'une plainte qui a été déposée par cette dame. Et cette dame l'accuserait de diffamation. Et Stempy Obam va faire l'objet d'une arrestation avec prolongation de la garde à vue jusqu'à ce qu'il est arrivé au procès. Au cours du procès, Stempy Obam a dit au juré que les aveux et que les forces de défense et de sécurité avaient obtenus de sa part étaient tout simplement des aveux sous contrainte. Parce que la loi n'accepte justement pas les aveux sous contrainte.
Mais il faut tout de même reconnaître que Stempy Obama est un acteur avisé pour avoir déjà été dans les tribunaux. Stempy Obama était un acteur majeur. Donc Stempy Obama n'est pas quelqu'un qui peut se laisser distraire en venant raconter que non, les forces de défense de sécurité auraient obtenu des aveux sous caution par la contrainte physique, par des menaces et intimidations, et en prétextant qu'on allait le libérer. Donc Stempy Obama va faire l'objet d'un jugement. Et les avocats de Madame Tchiko, et là je voudrais féliciter cette personne-là parce qu'elle est quand même directrice de cabinet privé du chef d'État, et elle a tenu à répondre à ce procès. Or, nous connaissons très bien plusieurs personnalités politiques qui se rechignent à ne pas répondre justement aux appels judiciaires. Et vous pouvez suivre mon regard. Vous pouvez suivre mon regard. Parce qu'il y a des géants dans ce pays. Ceux-là que j'ai dit qui ont développé en eux le réflexe de l'impunité politico-judiciaire. Mais Madame Tchiko, directrice du cabinet du chef de l'État, s'est bel et bien présentée au tribunal. Et ses avocats également ont requis une somme de 650 millions de francs CFA en dommages et intérêts pour le préjudice causé sur leur cliente, à savoir le délit de diffamation, avec certainement l'atteinte au honneur et la dignité de la personne. Et Stempy Obama va continuer à dire qu'il n'aurait pas cité cette prévenue. Malheureusement, il finira par reconnaître le fait qu'il aurait cité cette dame, et certainement à tort, puisqu'il n'apporte pas la preuve démonstrative justement de ce dont il accusait cette grande dame. Vous savez, les atteintes à l'honneur dans les tribunaux sont excessivement graves parce que ce sont des atteintes à la dignité de la personne. Vous imaginez Madame Victorine Tchiko, directrice de cabinet du chef de l'État, mêlée à une affaire rocambolesque d'un pseudo-complot contre son supérieur hiérarchique. Comprenez pourquoi cette dame-là a voulu également laver son honneur, sa dignité. Et le ministère public va faire un réquisitoire en demandant 5 années d'emprisonnement ferme contre Stempy Obama. Mais le ministère public doit comprendre, lui qui est l'avocat de l'État, que l'un des rôles du ministère public également n'est pas seulement le rôle punitif. Le rôle punitif, non. Le ministère public a également un rôle pédagogique, un rôle instructif, un rôle préventif, un rôle moralisateur, un rôle conciliateur. Donc le ministère public ne peut pas recourir une peine d'emprisonnement de 5 années ferme. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Il faut que l'avocat de l'État arrive à comprendre qu'il n'est pas seulement l'avocat de l'État dans le sens institutionnel, mais il est également l'avocat de l'État dans le sens de la protection des libertés, des garanties constitutionnelles des personnes humaines. Donc, recourir une peine d'emprisonnement de 5 ans et pour les délits de diffamation, je pense que c'est exagéré. Et d'ailleurs, vous connaissez très bien qu'il y a une espèce de dépénalisation des délits de presse. Et les activistes aujourd'hui, les bien vrais, ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des communicateurs en tant que tels, mais une diffamation peut rapidement être réparée par une contre-diffamation. Donc, quel est l'intérêt d'emprisonner des personnes avec de lourdes sanctions de 5 années d'emprisonnement? Non, c'est exagéré. La justice est là pour réparer les préjudices causés par des personnes, mais la justice est là également pour réconcilier les citoyens entre eux, mais également les citoyens avec leurs institutions. Donc Stempy Obama va s'en tirer à bon compte avec une peine d'emprisonnement d'1 an, 9 mois avec sursis et 3 mois ferme. Donc notre compatriote va une fois de plus repartir en prison. Et ce n'était pas Stempy Obama qui me le démentira, que je ne l'avais pas avisé sur cet esprit de kunabélisme rétrograde sans perspective de paix, de partage et de développement. Et Stempy Obama également va avoir à payer
une somme de 200 000 francs, justement, au tribunal, et des dommages et intérêts à hauteur de 10 millions de francs CFA contre au profit de Madame Victorine Tchiko. 10 millions de francs CFA pour Saint-Pierre Obama, certainement c'est une somme dérisoire. Si ses soutiens, ses informateurs l'avaient soutenu dans cette épreuve pénale difficile. Malheureusement, Saint-Pierre Obama ne va pas livrer la source de ces informations. Et ces informations vont se confirmer comme étant une diffamation. Et d'ailleurs, même pour moi, une dénonciation calomnieuse. Dès lors que Saint-Pierre Obama n'apporte pas la preuve des accusations dont il a porté contre Mme Tchiko, qui est directrice de cabinet privé du chef de l'État. Cette femme que de nombreux publics ne connaissaient d'ailleurs pas. Et là, on apprend que le chef de l'État avait même un directeur de cabinet privé. Mais de nombreuses personnes ne le savaient pas parce que c'est une femme qui se caractérise par une certaine discrétion, mais également une certaine efficacité dans la gestion de la fonction qu'elle occupe. Et pour avoir été à la présidence à plusieurs reprises, pour réclamer également l'exécution des orientations du chef de l'État, des instructions du chef de l'État à mon égard. Partout où je suis allé dans le bureau que j'ai pu pénétrer, toutes les personnes me recommandaient d'aller vers Mme Tchiko. Et qu'elle serait directrice des cabinets privés du chef de l'État. Que ce serait cette femme-là qui arrive à réparer les torts des collaborateurs du chef de l'État. Que ce serait cette femme qui arrive à faire son travail avec conscienciosité, avec méticulosité. Et c'est cette femme aujourd'hui qu'on a voulu jeter dans la boue, qu'on a voulu jeter en pâture, à travers des accusations que je qualifierais certainement de fallacieuses. Des accusations certainement qui avaient un objectif visé à atteindre, qui est certainement la déstabilisation de cette personnalité politique administrative de notre pays. Donc Saint-Pierre Obama actuellement se retrouve à la prison centrale de Libreville. Et je voudrais une fois attirer l'attention des activistes gabonais, caractérisés par le kunabélisme. Ceux-là qui veulent idéifier, idolâtrer l'actuel détenteur du pouvoir. Mais là, c'est Saint-Pierre Obama, qui est d'ailleurs un soutien indéfectible du chef de l'État, qui paye les frais. Mais il faut que vous le sachiez que ce n'est pas Mme Tchiko qui l'envoie en prison. Ce n'est pas Brice Koté Oligui Nguema qui l'envoie en prison. Il faut que les choses soient claires. Saint-Pierre Obama va en prison pour assumer la responsabilité de ses actes en tant qu'activiste. Être activiste ne vous exempte pas de respecter la loi. Être activiste ne fait pas de vous une personne immunisée contre les délits de presse, immunisée contre les crimes, contre les contraventions, contre toute forme d'atteinte justement à nos droits fondamentaux, mais également des atteintes graves à l'endroit des personnes physiques. Saint-Pierre Obama, il vous souviendra, avait également cité le nom d'un des activistes gabonais, appelé FBI. FBI aujourd'hui, dont on apprend qu'un de ses petits frères serait également engagé dans une procédure avec les forces de défense et de sécurité. Et Saint-Pierre Obama est celui-là qui avait dit que Frédéric Bongo, en étant à l'extérieur, serait en train de recruter des mercenaires. Et que Thibaut Adjatis aurait été approché. Vous imaginez un peu des informations aussi rocambolesques. Des informations d'une telle gravité, d'une telle dangerosité, capable de créer une espèce de psychose auprès des populations. Une espèce de phobie auprès des populations. Des populations qui ont déjà maille à partir avec les nouveaux dirigeants, avec le nouveau système économique et politique qui se met progressivement. Un système qui va se caractériser par des véritables difficultés des populations gabonaises, parce que c'est un régime présidentiel rigide qu'on est en train de progressivement en train de mettre en place.
Donc, Stempy Obam ne s'apprendra qu'à lui-même. Il s'apprendra qu'à lui-même. Mais il devra remercier les tribunaux pour s'être tiré à bon compte. 3 mois d'emprisonnement ferme. Je pense que c'est rien pour Stempy Obam par rapport à une année qu'il avait déjà faite dans un cadre purement discutionnel. Parce que jusqu'à présent, Stempy Obam ne nous a jamais dit où est-ce qu'il s'était retrouvé pendant les 1 année qu'il a passé loin de ses parents, loin de sa famille. Mais on a tout de même vu quelqu'un qui est sorti de quelque part après les élections présidentielles, non pas en totale parfaite santé, mais avec une forte boulimie, un bon point. Et jusqu'à présent, Stempy Obam ne nous a jamais dit avec exactitude ce qui s'était passé, où est-ce qu'il s'est trouvé pendant les 1 année dont il a fait l'objet. Personne ne sait jusqu'à présent. Est-ce qu'il était dans une maison close? Est-ce qu'il était dans un milieu carcéral? Est-ce qu'il était? Et Stempy Obam n'a jamais dit à qui que ce soit pendant cette période-là où est-ce qu'il se serait retrouvé. Stempy Obam doit comprendre que la démocratie a des exigences. Et ces exigences-là tiennent compte du coût des avantages comparatifs. Je ne sais pas quelles sont les personnes ou les personnalités qui ont entraîné notre confrère à ce jusqu'au boutisme à travers des relais des informations non vérifiées. Et certains d'ailleurs de ces informations ayant un caractère attentatoire à la sûreté de l'État. Venir comme ça affirmer de manière péremptoire qu'une personnalité d'ailleurs proche du chef de l'État serait à l'origine d'une espèce de manipulation au sommet de l'État, que cette personnalité serait devenue la deuxième Yann Ngulu, c'est quand même des propos assez désobligeants. Des propos assez inacceptables pour des personnalités politiques qui n'arrivent pas à jouer avec leur dignité, avec leur honneur, avec leur prestige. Donc, 10 millions de francs CFA, de dommages et intérêts. Je ne sais pas là où Stempy Obam va trouver les 10 millions de francs CFA. Parce que c'est un compatriote également qui est dans une situation de précarisation, de prévarication, de pauvreté et de misère. Parce que Stempy Obam n'occupe aucune fonction. Il ne travaille dans aucune administration publique, encore moins dans une administration privée. Voilà un compatriote qui a des dons et des talents, qui aurait pu mettre son génie au profit justement de la recherche, l'amélioration qualitative et quantitative de sa condition de vie existante. Mais il a préféré sombrer dans un kunabélis béat, un kunabélis irrésolument irréfléchi. Et voilà comment il se retrouve aujourd'hui dans des beaux droits, une fois de plus, emprisonné au sein de la prison centrale de Libreville. Et nous connaissons tout de même les conditions en milieu carcéral. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sortent de prison, ils repartent de prison, ils sortent de prison, ils repartent de prison, en train de commettre toujours les mêmes délits. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous arrivez dans la prison, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la prison. L'esprit de la prison, c'est un esprit de malédiction. Lorsque les innocents meurent en prison, ils maudissent la prison. Et lorsque ces innocents ont maudit la prison, et que vous arrivez à tort ou à raison à vous retrouver dans une prison, ou dans même quelle que soit la prison, même une cellule, dès que vous ressortez, si vous ne faites pas de véritables ascèses, si vous ne faites pas une véritable ataraxie, une véritable cataraxie, une véritable purge, une véritable sanctification et purification, je vous le dis, il y a de fortes chances que vous repartez là-bas. Et c'est ainsi que vous voyez des gens se retrouvent dans un turnover, ils sortent de la prison un lundi, le vendredi, ils repartent en prison, et ainsi de suite. Et des cas comme ça, des activistes, je pourrais les multiplier jusqu'à l'infini. Je voudrais attirer l'attention des activistes que vous êtes, que nous sommes.
de ne pas perdre de vue l'essentiel, que nous sommes dans une période exceptionnelle. Dans cette période d'exceptionnalité, n'oublions jamais d'où nous venons. N'oublions jamais le système rétrograde, le système calamiteux, le système apocalyptique, le système communautaire qui a fait en sorte que nous nous retrouvons dans la situation actuelle avec les forces de défense et de sécurité dans la gestion administrative, politique et sociale de notre pays. Ce n'est pas à raison que les forces de défense et de sécurité se sont retrouvées là. C'est plutôt par contrainte. Parce que les forces de défense et de sécurité également voudraient préserver le suffrage universel. Ces forces de défense et de sécurité voulaient également protéger notre état de santé. Le système Bongo PDG, tout le monde le sait. C'était un système quand même assez difficile à vivre. Ce système qui avait empoisonné notre atmosphère. La Bible dit, la terre sur tes pieds sera de fer et le ciel sur ta tête sera de reins. Donc le système Bongo PDG avait transformé justement la terre sous nos pieds comme de l'airain ardent. Et le ciel sur notre tête était de fer. Et nous étions là au milieu comme ça, tel Absalom, en train de l'oisifier, en train de chercher un libérateur. Et aujourd'hui, nous avons un libérateur qui est Brice Koto Oligui Nguema, qui est en train de progressivement nous aider à sortir de notre situation de prévarication, notre situation difficile. Et vous trouvez des personnes qui arrivent comme ça à vouloir détériorer, décrédibiliser, déstabiliser justement la transition qui est en cours dans notre pays. Alors qu'il y a un véritable chronogramme de transition qui nous entraîne progressivement vers la restauration de notre système étatique, mais également vers la restauration de la dignité du peuple souverain. N'oubliez jamais que le système Bongo PDG était caractérisé par l'exclusion du plus grand nombre de personnes, des leviers institutionnels de commande. Aujourd'hui, vous avez plusieurs activistes qui hier se battaient mordicus contre le système Bongo PDG, qui se retrouvent aujourd'hui dans les sphères décisionnelles du pouvoir, à des plus hautes fonctions. Des fonctions ministérielles, des fonctions de direction, les fonctions de conseiller spécial du chef de l'État, chef de mission. Toutes ces personnes-là, dans le système Bongo PDG, n'auraient jamais pu obtenir ces emplois à forte rémunération. Même un emploi atypique, même un emploi précaire, à faible rémunération, ces personnes n'ont jamais pu l'obtenir dans le système Bongo PDG. Le système Bongo PDG a été à l'origine du retard justement de notre croissance administrative. Le système Bongo PDG, régenté par Alain-Claude Biebinze, ancien Premier ministre, avec l'ensemble justement de cette composante gouvernementale, a fait en sorte que les situations, les carrières des agents publics puissent être bloquées. Que les agents publics ne puissent pas avoir accès à une évolution, une dévolution de leur carrière administrative. Mais grâce à Brice Koto Oligui Nguema, et ça c'est vérifiable, aujourd'hui, on a relancé le concours à l'ENA, à l'EPCA, à l'ENS, un peu partout, à l'INGS, les recrutements, etc. Et si vous faites une évaluation de cette période, de la deuxième mandature du chef d'État, avec les 9 mois d'exercice du pouvoir de Brice Koto Oligui Nguema, vous allez vous rendre compte, ça ce n'est un secret de polichinelle, que Brice Koto Oligui Nguema aurait créé plus d'emplois en 9 mois qu'Ali Bongo Ondimba, lors de sa deuxième mandature. La deuxième mandature, bel et bien évident, qu'Ali Bongo Ondimba, frappé d'un accident cardiovasculaire, n'avait plus le véritable contrôle justement de nos leviers institutionnels. Parce que je vois mal un chef d'État, avec toute sa conscience, arriver à bloquer la situation administrative des agents publics, à bloquer le système de recrutement au sein de la fonction publique, à bloquer le système d'ascension sociale des administrés de la fonction publique, et nous dire que l'ère d'Ali Bongo Ondimba
serait la meilleure que par rapport aux 9 mois d'exercice du pouvoir de Brice Koté Oligui Nguema. Ce serait une véritable hérésie, une supercherie, un mensonge et honteux qu'aucune personne ne pourra accepter. L'ère d'Ali Bongo Ondimba s'est caractérisée par des plans d'accélération de la misère et de la pauvreté. Et le rapport du Fonds monétaire international arrive à confirmer cette acception, puisque le Fonds monétaire international a situé une période de 10 années antérieure. L'ère d'Ali Bongo Ondimba nous a entraînés vers de véritables débats sur l'état de droit, sur la démocratie, sur le respect d'un certain nombre de valeurs. C'est à l'ère d'Ali Bongo Ondimba que nous avons vu la montée justement de certains clivages, avec la détérioration, la désarticulation justement de notre système étatique, auréolé par des acteurs politiques étatiques qui avaient décidé d'arriver à une espèce de confiscation abrupte du pouvoir. Le PDG au pouvoir n'entend pas vous céder au pouvoir. Ce sont des paroles qui ont été véhiculées par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Biabinzi. Le PDG au pouvoir n'attend pas vous céder le pouvoir. Donc, le pouvoir a été confisqué par les nantis, que j'ai toujours qualifié de bourgeois, d'aristocrates, de plutocrates émergents, des gérontocrates et des féministes émergentes. Et aujourd'hui, vous les voyez, ils arrivent à ressurgir comme des crabes en surface à chaque conseil des ministres. Ils arrivent une fois de plus à être promus. Parce que ces gens-là vont tout faire pour décapiter la transition. Ils vont tout faire pour déstabiliser la transition. Et malheureusement, Brice Koté Oligui Nguema a du mal à comprendre, a du mal à se défaire justement des amarres de son monolithisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis 1990 et même depuis août 2023. Je ne sais pas quelle est cette contrainte de corps qui fait que Brice Koté Oligui Nguema continue à avoir confiance à toutes ces personnes qui ont entraîné un certain avilissement de nos institutions, qui ont entraîné une certaine détérioration justement de notre pouvoir d'achat, mais également de notre revenu. Je ne comprends pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres Gabonais capables d'assumer les fonctions, les charges qu'autrefois ont assumé ces personnes. C'est quand même gênant d'apprendre que, bon, on a nommé encore ces kleptomanes politiques du Parti démocratique gabonais qui ont tiré le pays vers le bas. À chaque conseil des ministres, leurs noms apparaissent. Si ce n'est pas leur nom qui apparaissent, c'est le nom de leurs enfants, les membres de leur famille. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça. Silence, monsieur le président de la République. À beau être votre soutien, mais j'ai le devoir également de vous dire les choses vraies. Vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis et vous le faites progressivement. Et avec à cette allure, nous allons nous retrouver avec de véritables difficultés. La transition aurait permis de mettre en place une véritable rupture avec ces mécanismes de gestion passéiste. Une gestion de ressources humaines à géométrie variable où on arrive à favoriser les coquins, les copains, les fantassins, les marquineries. Alors que vous-même, vous avez dit dès votre prise de pouvoir que vous allez lutter justement contre ces modes avilissants de rétribution sociale. Où est le mérite dans ce qu'on est en train de faire? Où est le sort vers la félicité qu'on nous a vanté par le passé? Nous sommes qu'à 9 mois de la gouvernance politique, économique et sociale de notre pays. Et il y a déjà beaucoup de difficultés, beaucoup de certitudes pour les populations. Et vous voyez bien l'atmosphère politique de notre pays, l'atmosphère économique de notre pays, l'atmosphère sociale de notre pays, comment elle est de plus en plus morose, comment elle est de plus en plus décriée, avec une espèce de flambée de la violence. Vous voyez bien toutes ces personnes qui décèdent chaque jour. Et les gens utilisent facilement des armes pour assassiner d'autres personnes. Et si ce n'est pas à coup de machette, c'est à coup de crosse et de pistolet. Si ce n'est pas à coup de crosse et de pistolet, eh bien ce sont des accidents dont on n'arrive pas à justifier. Regardez ce jeune compatriote, à peine obtenu son bac, il décède le même jour pour avoir voulu faire la folie. Et il se retrouve comme ça, certainement au ciel, sans avoir prévu s'y retrouver, alors que
il venait d'obtenir son bac, il avait certainement un avenir de plus brillant. Et il pouvait être une plus-value pour sa famille. Donc ceux qui arrivent à penser à tort ou à raison que l'ère actuelle d'Oligui Nguema serait moins envieuse que l'ère d'Ali Bongo Ondimba, eh bien ce sont des gens qui n'ont pas véritablement vécu ce que nous avons vécu. Moi qui étais membre du Conseil national élu du Congrès du Parti démocratique gabonais, je n'ai cessé d'attirer l'attention des dirigeants du Parti démocratique gabonais, y compris l'exécutif, sur la nécessité d'arriver à une espèce de démocratisation de masse de notre pays. Et c'est le même débat, c'est le même combat que je ne cesse d'affirmer. Mais si nous nous retrouvons dans une atmosphère aussi morose, mais comment voulez-vous qu'on puisse envisager l'avenir avec sérénité? Un régime présidentiel est rigide, mais c'est un régime présidentiel accaparateur de droits et libertés. Ce régime présidentiel est rigide, je vous dis, si on n'arrive pas à déclassifier cette expression de rigidité en mettant quand même une espèce de flexibilité du régime présidentiel, mais nous allons nous retrouver dans des plus pires difficultés. Parce que c'est un régime qui va nous étouffer progressivement comme une chape de plomb, et les populations à l'heure actuelle ne sont pas prêts à abandonner leur liberté, leur garantie constitutionnelle. Ce n'est pas possible. Donc nous attendons également la monture de notre nouvelle constitution. Nous attendons le référendum avec les 1000 propositions qui ont été faites par nos représentants au sein de ce dialogue national inclusif. Mais il faut également le rappeler qu'avant l'élection présidentielle, mais les tenanciers du pouvoir déchu avaient également organisé un dialogue. Et nous connaissons les conclusions de ce dialogue-là. Ils nous ont ramené un bulletin unique avec l'élection du chef d'État mélangé avec les députés, etc., etc. Ils nous ont ramené la loi sur la nomination des députés par le chef d'État, totalement en opposition du principe de la séparation du pouvoir énoncé par Montesquieu. Ils nous ont amené justement le triumvirat, ils nous ont amené un certain nombre d'hérésies. Donc, nous ne devons pas tomber dans les mêmes travers. Il faudrait que le chef d'État fasse véritablement preuve de vigilance et de prudence dans la mise en place de nouvelles institutions qui seront les nôtres dans les années à venir. Les conditions d'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle, le code électoral qui est déjà en train d'être querellé par plusieurs personnes, les Gabonais supporteront de moins en moins une élection où ils ne pourront pas vérifier, contrôler leur suffrage. La proclamation des résultats, le dépouillement des résultats, etc., etc., ça a toujours été de manière publique. Et ne plus rendre le dépouillement des résultats publics, je vous dis, ça va nous causer d'énormes difficultés. Nous allons nous retrouver avec des difficultés que vous n'imaginez pas. Moi, je pense, à tort ou à raison, que cette transition devait nous amener à avoir un caractère patriotique et républicain. Devait nous permettre d'arriver à ce que préconisait le père Paul Mbabé Solon, c'est-à-dire une démocratie apaisée, une démocratie conviviale, une démocratie qui puisse susciter l'intérêt du plus grand nombre de personnes dans la préservation de notre cohésion sociale, dans la préservation de l'unité de notre havre de paix, le Gabon qui est notre chère patrie, et nous avons l'impérieuse nécessité, le devoir moral, éthique, pour notre défunt père de la démocratie, tel que père Maître Louis Agonjo et Kawe, tel que Nzoé Nguema, tel que Oyonaba, tel que plusieurs autres personnes qui ont contribué justement à l'essor de notre pays vers la démocratisation du masse. Mais malheureusement, les gens arrivent comme ça à vendre des chimères, des esprits guérils, des tartufferies à l'actuel détenteur de pouvoir qu'ils veulent transformer en un monarque, en un impérialiste, en un dictateur. Et demain, ce sont les mêmes qui viendront se plaindre qu'on aurait fabriqué un monstre froid au sommet de l'État, alors que c'est vous-même qui êtes en train de mettre en place tous les mécanismes pour pouvoir faire en sorte que
le prochain détenteur exclusif du pouvoir puisse exercer la prérogative de puissance publique de manière totalitaire, avec un certain absolutisme du pouvoir. Or, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Et pour que le pouvoir arrête le pouvoir, il faut arriver à une espèce de flexibilité du régime présidentiel. Arriver à un certain contrôle des différents pouvoirs. Le contrôle du pouvoir exécutif par la chambre, notre chambre bicamérale. Le contrôle de notre chambre bicamérale par le chef de l'État, avec la possibilité pour lui de démettre justement les députés à l'Assemblée nationale, avec la possibilité des députés de faire débarquer le Premier ministre en cas de vote de défiance. Ce sont des mécanismes très simples pour pouvoir arriver à un contrôle relatif du pouvoir. Mais dès lors que ces mécanismes-là sont mis en arrière-plan, malheureusement, vous allez vous retrouver avec un président de la République qui serait au-dessus de tout, puisque le régime présidentiel va systématiquement nous débarrasser justement de la fonction du Premier ministre chef de l'État, et nous allons nous retrouver avec un vice-président de la République qui va exercer quelques prérogatives de pouvoir du chef de l'État, de pouvoir délégué. Mais est-ce que cela va résoudre le problème justement de la lutte contre la corruption, la lutte contre la protection d'un certain nombre de valeurs normatives, d'un certain nombre de garanties constitutionnelles? Moi, je dis non. Moi, je pense, à tort ou à raison, qu'il n'est pas encore trop tard. Qu'il n'est pas encore trop tard. Et je compte sur la sagesse et l'intelligence d'un de nos patriarches, c'est-à-dire Zakari Miboto, qui se retrouverait d'ailleurs dans cette commission certainement de rédaction de la Constitution, pour que la prochaine Constitution puisse véritablement garantir les libertés des personnes. La liberté d'action, la liberté d'opinion, la liberté d'association, la liberté de manifestation. En somme, tout ce qui constitue des garanties du droit humain, les garanties des personnes, les libertés publiques, doivent être sauvegardées, quel que soit le régime dans lequel nous puissions nous retrouver. Et que dans ce régime, les mécanismes de contrôle de l'action publique puissent être également de rigueur. Le contrôle de l'exécutif, le contrôle du législatif, le contrôle du judiciaire, etc., etc. Il faut arriver à ce que Montesquieu appelait une espèce de collaboration entre ces trois pouvoirs pour que le pouvoir puisse contrôler le pouvoir, pour éviter justement un excès du pouvoir exécutif qui déséquilibrerait l'ensemble des autres pouvoirs. Je voudrais également attirer l'attention des populations gabonaises sur l'injustice dont est victime notre compatriote, en l'occurrence Gervais Angot. Gervais Angot, ce brillant acteur économique, et qui a obtenu son argent du côté de Port-Gentil, où il exerçait une activité lucrative dans une entreprise pétrolière, avait décidé d'investir au Gabon. Malheureusement, à cause des rigidités du code d'investissement dans notre pays, Gervais Angot n'a pas réussi à investir son argent dans son propre pays. Il s'est alors expatrié du côté du Sénégal, où il a conçu une ferme, il a conçu plusieurs unités productives, en créant des emplois au sein de cette communauté sœur à nous, le Sénégal. Le Sénégal où avait été l'actuel chef d'État en qualité de conseiller militaire. Et Gervais Angot va être victime de la prospérité de son activité, c'est-à-dire l'élevage, au point où les autorités sénégalaises, certains courtisans et intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir du Sénégal, c'est-à-dire l'ancien président déchu, vont comme ça catapulter son activité, voler son unité productive, avec des forts soupçons d'une tentative justement de rejet de cette personne. Et jusqu'à présent, notre compatriote n'a toujours pas réussi à avoir gain de cause, alors qu'il a investi plus de 350 millions de francs CFA au sein de la nation sénégalaise. Il s'agit donc pour les autorités diplomatiques de notre pays,
en l'occurrence l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ambassade du Gabon au Sénégal, les premiers conseillers, les premiers secrétaires et autres, de mettre en place une espèce de batterie de mesures diplomatiques et judiciaires pour que notre compatriote puisse rentrer dans l'effectivité de ses droits, qu'il puisse récupérer son entreprise au besoin. Si on veut l'expatrier, mais qu'on l'expatrie en remettant la totalité de ses avoirs, donc de son investissement. L'un des rôles majeurs de la diplomatie est la protection, le secours et l'assistance. Je ne comprends pas qu'est-ce que Gervais Angot a pu faire pour ne pas bénéficier du secours, de la protection et de l'assistance de nos autorités diplomatiques en poste consulaire au Sénégal. C'est tout de même une situation incompréhensible. Sans compter le ministre des Affaires étrangères, qui d'ailleurs nous avait donné les garanties au cours d'un débat que la question de Gervais Angot allait être traitée par des voies diplomatiques. Malheureusement, nous constatons, pour le regretter, que c'est le même marteau qu'on frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. C'est tout de même dommage que Gervais Angot se retrouve une fois de plus au Sénégal, dépouillé de son bien, dépouillé de son investissement, abandonné par les autorités diplomatiques de son pays, abandonné par les autorités gouvernementales de son pays, et ce compatriote comme ça est jeté en pâture, abandonné à son triste sort. Je voudrais donc attirer l'attention du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, attirer l'attention de la directrice de cabinet privé, Madame Victorine Tchiko, attirer l'attention du directeur de cabinet du chef de l'État, attirer l'attention du secrétaire général de la présidence de la République sur la nécessité de la mise en place d'un certain nombre de mécanismes par des voies diplomatiques, mais également par des voies judiciaires, pour porter secours, assistance ou protection à notre compatriote qui a énormément investi au Sénégal. Il serait d'ailleurs souhaitable pour le chef de l'État gabonais de tirer profit du coup des avantages comparatifs du leadership de ce compatriote pour pouvoir permettre à ce cadre de rentrer dans notre pays, investir également dans ce pays-là pour lutter contre le chômage endémique qui frappe le plus grand nombre de compatriotes gabonais et particulièrement la jeunesse, pour arriver à améliorer la gouvernance économique de notre pays. Et j'insiste, je le répète, que ce compatriote qui a pu créer des milliers d'emplois au Sénégal est capable d'assumer la fonction du ministre de l'économie, ministre du commerce, ministre du budget. Pourquoi pas? À défaut d'assumer l'une de ces fonctions, parce que je sais que à la fin de la première année de la transition, il y aura un nouveau gouvernement qui va s'établir. Il est possible, si ce compatriote n'arrive pas à regagner l'architecture gouvernementale, mais qu'il ait la possibilité d'être à côté du chef de l'État, en qualité de conseiller chargé de mission sur des questions économiques. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à valoriser les personnes qui veulent bien accompagner l'action du chef de l'État, qui veulent bien aider le chef de l'État à poursuivre sa trajectoire sur la transformation des quartiers de nos villes et villages pour les transformer en pôles attractifs de développement? Pourquoi est-ce que le chef de l'État s'entourerait des personnes qui n'ont pas une véritable expertise avérée, qui n'ont pas un véritable professionnalisme dans l'action pour que le Gabon puisse atteindre le fondamental de développement avec succès? Excellent Monsieur le Président de la République, c'est un impératif catégorique de survie de la croissance de notre pays pour que vous puissiez prendre en compte ma sollicitation. Gervais Angot est capable de vous accompagner dans le financement des activités productives, particulièrement des activités maraîchères, particulièrement des activités agricoles, particulièrement des activités d'éleveurs. Et c'est possible de le faire.
cette expérience qu'il a pu acquérir au niveau du Sénégal et peut nous être profitable sur l'ensemble du territoire. Mettre des fermes dans les 9 chefs-lieux de province avec la pisciculture, avec l'accélération du projet Graines pour aider les populations à lutter contre le chômage, à lutter contre les déficits alimentaires, à atteindre justement les fondamentaux de développement. Je voudrais terminer ce direct en appelant les Gabonais à la vigilance et retenue prudente. Il vous souviendra qu'il y a un passé relativement long où je disais à Jean-Ping Okoka, qui était à la poursuite justement de sa victoire, sa pseudo-victoire volée par Ali Bongo Ondimba, qui ne serait pas président de la République du Gabon. Quel que soit le mécanisme qu'il allait emprunter, parce que le Seigneur en avait décidé autrement. C'est Ali Bongo Ondimba qui serait président, malheureusement, avec une victoire volée ou peu importe, mais c'est Ali Bongo Ondimba qui serait président. Et Ali Bongo Ondimba est resté président jusqu'à la fin de sa mandature. Jean-Ping Okoka, malgré la maladie d'Ali Bongo Ondimba, n'a jamais pu récupérer le pouvoir. Et là, nous nous retrouvons encore dans une autre espèce de mégalomanie politique. Une espèce de supercherie électorale et politique, où nous voyons le professeur, le brillantissime professeur d'économie, dans les chaînes de télévision nationales et internationales, clamer haut et fort qui serait celui-là qui aurait gagné l'élection présidentielle contre Ali Bongo Ondimba, et que d'ailleurs, il réclamerait le retour à l'ordre constitutionnel. Vous voyez combien de fois les acteurs politiques gabonais ont toujours brillé par une espèce de moquerie du peuple. Ondo sait pertinemment qu'il sera improbable, quasi impossible pour lui de devenir le président de la République gabonaise, parce que c'est une chaise pour une seule personne. Et il n'y aura aucun bicéphalisme au sommet de l'État. Il le sait très bien que c'est Brice Koto Oligui Nguema qui est l'actuel détenteur du pouvoir exécutif actuel. Et lui, il nous parle du retour à l'ordre constitutionnel. Quel retour à l'ordre constitutionnel, monsieur Ondosa? C'est quand même criard pour un brillant intellectuel comme vous, pour un pseudo-savant économiste comme vous. Mais vous pouvez être un brillant économiste et être un piètre politique. Et d'ailleurs, tout le monde le savait, lorsque vous étiez candidat à l'élection présidentielle, qu'il allait être difficile pour vous d'accepter de soutenir une tierce personne. Vous vous êtes arc-bouté jusqu'au boutisme, avec pour seul projet de société le débarquement du système Bongo PDG, son anéantissement, son effacement total. Et les Gabonais vous ont compris. Et comme tout le monde voulait se débarrasser du patronyme Bongo, les gens ont pu taire leur égoïsme, ont pu faire fondre leurs aspirations légitimes, alors qu'ils avaient les meilleures opportunités que vous de gagner l'élection présidentielle. Un cadre comme Baro Chambrier, qui a fait plusieurs fois le tour du Gabon, Paulette Missambo, cette femme dynamique qui a toujours prouvé son leadership par un esprit de combativité, mais ils ont jugé utile de vous donner l'opportunité qui était la vôtre d'être candidat unique de l'opposition avec les résultats que vous avez pu obtenir. Mais où sont les résultats qui vous ont porté à la tête de la présidence de la République? Ces résultats sont où? Ils ont été publiés par qui? Ces procès-verbaux sont où? Si vous avez ces procès-verbaux, mais rendez-nous les publics. Rendez-nous publics ces procès-verbaux qui vous auraient proclamé comme vainqueur de l'élection présidentielle contre Ali Bongo Ondimba. Je pense à tort ou à raison que vous faites preuve de mauvaise foi. Et vous oubliez une chose, c'est que votre procès est pendant avec votre chargé de mission, Mike Joktan, ce pseudo archibishop nécromancien qui, jusqu'à présent également, continue à poursuivre le même rêve d'enfance que vous, de devenir président de la République gabonaise.
ne devient pas président de la République gabonaise qui veut ou qui peut. Ne peut devenir président de la République gabonaise que celui dont les membres de nos ancêtres auraient consenti à ce qu'il en soit ainsi. Parce que tout pouvoir vient de Dieu et c'est l'Éternel qui institue les princes et les autorités. C'est lui qui établit les rois. Donc votre agitation avec Pierre Claver Maranga Moussabo, avec Alain Claude Biebinze, avec d'autres acteurs politiques étatiques dans le seul but de vouloir déstabiliser notre système étatique, de vouloir inquiéter notre paix, notre unité, risqueront de vous entraîner dans de véritables tourments. Parce que vous également, vous n'êtes pas exempt de poursuites judiciaires. Je dis bien, votre procès est toujours pendant. Et d'ailleurs, Marc Joctan, qui a goûté justement les odeurs de cette prison centrale de Libreville, a affirmé avec véracité qu'il avait bel et bien été envoyé par vous auprès des autorités des nations extérieures dans le seul but, comme vous êtes en train de le dire, de revenir à l'ordre constitutionnel. Il n'y aura aucun ordre constitutionnel vers lequel nous répartirons. Le seul ordre constitutionnel, c'est celui qui est en train d'être progressivement mis en place par les acteurs de la transition démocratique, à savoir le chef de l'État, chef suprême des armées, garant des institutions, à savoir le Conseil national de la transition, à savoir le gouvernement, avec tous les organes déconcentrés ou décentralisés, c'est-à-dire les collectivités locales et autres. Et nous suivons le chronogramme de la transition. Ce chronogramme de la transition qui a d'ailleurs été validé par les services extérieurs. Et en décembre, nous irons justement au référendum pour valider notre constitution. Et en août 2025, nous irons à l'élection présidentielle. S'il est de temps vrai que vous avez gagné l'élection, cela ne vous coûte rien d'attendre août 2025, le temps qu'il y ait des véritables préparatifs pour l'organisation de cette élection, pour que vous arriviez, comme vous le dites, à confirmer devant le Gabonais que le suffrage universel a été porté sur le choix de votre modeste personne. Mais cette agitation ne se justifie pas. On ne peut pas aller aux élections sans un code électoral. On ne peut pas aller aux élections sans une révision électorale. On ne peut pas aller aux élections sans établissement de cartes nationales d'identité. On ne peut pas aller aux élections sans avoir sécurisé notre territoire. Donc ce sont des prérequis, ce sont des préalables. Et ces préalables-là sont en train de progressivement être élaborés par l'actuel détenteur de pouvoir, Brice Kotta Oligui. Il serait prudent pour vous de faire œuvre utile de ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Parce que les Gabonais sont jaloux de leur paix. Les Gabonais sont jaloux de leur unité. Omar Bongo Niba disait dans un de ses discours qu'il vaut mieux manger un crouton de pain sec servi avec amour dans un climat de paix, de partage et de développement que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'insécurité. Il vaut mieux manger un crouton de pain sec servi avec amour dans un climat de paix, partage et développement que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'insécurité. Excellence, Monsieur le Président Abik, chef d'État. Excellence, Monsieur Brice Kotta Oligui Nguema, avec tout le respect que je vous dois à ma qualité de leader d'opinion, à ma qualité d'activiste, à ma qualité de phare de l'âge de la jeunesse gabonaise, à ma qualité de défenseur des opprimés, défenseur de causes perdues, je vous exhorte d'attirer l'attention du système judiciaire actuel sur la nécessité d'exercer la justice avec justesse.
La justice doit avoir un caractère préventif, au-delà d'un caractère punitif. La justice doit avoir un caractère instructif, un caractère pédagogique, un caractère moralisateur de la vie publique. La justice ne doit pas être celle-là qui doit servir justement de rempart pour le règlement de compte, pour l'emprisonnement des personnes, pour des délits d'opinion, pour des peines privatives de liberté, alors que la réalité est ailleurs. Les Gabonais aspirent aux protections de leur liberté. Les Gabonais aspirent à de meilleures conditions de vie et d'existence. Les Gabonais aspirent à une meilleure rétribution sociale, à chacun selon ses besoins, à chacun selon sa responsabilité, mais également à chacun selon ses dons et talents. Il s'agit justement de la justice rétributive et distributive. Il s'agit de la méritocratie. Il s'agit de la prospérité partagée. Il ne s'agit pas d'encourager les inégalités sociales, l'exclusion, la marginalisation, les écarts de conditions et le développement des clivages ethno-linguistiques, mais également des clivages ethno-régionalistes. Nous sommes Gabonais sur l'ensemble de nos 267 667 km². Il n'en sera pas autrement. Gabonais nous sommes, Gabonais nous le serons, et Gabonais nous le demeurons. Je suis Thierry Essam David Nberakoma, le minotaure de la baie de Cochon, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Merci de votre bien aimable attention. Vous étiez sur l'émission Atmosphère du côté du 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Nous nous revoyons tout à l'heure à partir de 17h pour une autre émission avec un invité surprise. Que Dieu protège notre pays, que l'Éternel des armées protège notre chef d'État avec ses 2 épouses et l'ensemble de sa famille. Que les mains de nos ancêtres veillent sur la sécurité intérieure et extérieure de notre pays. Et que les détenus de droit commun puissent être traités avec honneur, avec respect, avec dignité.